Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Cette fois-ci, ces commémorations du débarquement auront une tonalité particulière. L'allié russe contre le nazisme est devenu un État paria et ne sera pas sur la photo. C'est Volodymyr Zelensky qui s'affichera aux côtés des Occidentaux. Joe Biden est arrivé ce matin pour une visite d'État de 4 jours et la montée en tension avec Poutine sera naturellement dans tous les esprits. Emmanuel Macron, demain soir, pourrait confirmer l'envoi d'instructeurs en Ukraine, une option à laquelle le Kremlin a déjà répondu en menaçant la vie des soldats français. Un avertissement à 4 jours du scrutin des européennes. Biden-Macron, ce qu'il prépare contre Poutine, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Guillaume Ancel. Vous êtes ancien officier dans l'armée française, écrivain. Je cite votre livre « Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette », publié chez Flammarion. Avec nous ce soir, Anthony Bélanger. Vous êtes éditorialiste pour France Info TV et France Inter. Vous êtes spécialiste des questions internationales. Nicole Bacharan, vous êtes historienne, politologue, spécialiste des États-Unis et éditorialiste au journal Ouest France. Enfin, avec nous ce soir, Elena Voloshin. Vous êtes grand reporter à France 24. Je signale votre émission Vue de Russie sur la propagande russe tous les jeudis à 18h30. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Il ne sera pas là, Guillaume Ancel, mais il sera dans tous les esprits pour cette commémoration des 80 ans du débarquement. Je parle bien sûr à Vladimir Poutine. C'est très impressionnant parce que, comment dire, il y a un aspect, c'est là où on voit l'aspect symbolique, bien sûr, des 80e commémorations. Le fait que non seulement on renonce à l'invité, mais que les 80e commémorations permettent de causer de l'affaire l'Ukraine, nous oblige à faire un lien. Et je voudrais faire le lien avec une histoire qui est très récente. C'est que l'été dernier, pendant que les Ukrainiens lançaient leur contre-offensive, nous leur donnions, en particulier les pays du groupe de Rammstein, les alliés qui les soutiennent, beaucoup de conseils. Faites comme ça, ne faites pas comme ci. Et à un moment un peu agacé, parce qu'ils n'arrivaient pas à percer, sachant que la référence, c'était bien sûr le débarquement. Ils nous ont dit, est-ce que vous imaginez, sans les Américains, si vous aviez pu réellement débarquer en Normandie? Moi, je crois que vous y seriez encore. Et ça nous a beaucoup interrogés à ce moment-là sur, est-ce qu'on peut gagner dans une guerre par procuration? Est-ce qu'au fond, si les Américains n'avaient pas été là en 1944, est-ce qu'on aurait pu vaincre cet empire nazi? Et aujourd'hui, on est face à un empire menaçant, qui est celui de la Russie de Poutine. Est-ce qu'on peut laisser l'Ukraine seule? Est-ce qu'on peut se permettre de ne pas s'impliquer plus? Anthony Bélanger, il sera sur la photo, Volodymyr Zelensky, naturellement. Il y aura quelqu'un de l'Est et quelqu'un qui a participé, dont le peuple a participé à la Seconde Guerre mondiale grandement, parce que je rappelle quand même qu'il y a plusieurs millions d'Ukrainiens qui sont morts à cette occasion. Hein. Dans les 20 millions de Russes qu'on a l'habitude de compter, il y a 5 à 7 millions d'Ukrainiens. Ce qui est très intéressant, c'est de voir en fait les deux séquences. Au cours des 70 ans, pendant les 70 ans, à l'époque, c'était Angela Merkel, c'était François Hollande. Imaginez, ça semble hier. Eh bien, Vladimir Poutine avait été là. Bien sûr, il était là. Il était là, et c'est même ce format-là, c'est-à-dire Allemagne, France, Russie, Ukraine, qui avait ensuite servi de format Normandie pour discuter des accords Minsk 1 et 2, et pour essayer de tenter de régler ce qui allait devenir la première phase de l'invasion de l'Ukraine, c'est-à-dire l'annexion de la Crimée et l'invasion du Donbass. Donc on voit bien qu'on est passé à un autre monde totalement différent, celui où l'agression russe nous a semblé tellement insupportable, et surtout en deux fois, c'était les renoncements russes. Le fait que ces accords difficilement négociés une fois, deux fois, encore une fois, Minsk 1 et Minsk 2, n'aient servi à rien, sinon n'avaient pas plus de valeur pour Vladimir Poutine que le papier sur lequel ils étaient écrits, eh bien fait qu'aujourd'hui, on peut fêter les 80 ans, peut-être même pour la dernière fois, enfin 80 ans c'est sûr, mais pour la dernière fois avec des vétérans, et que Vladimir Poutine ne peut pas être là. Joe Biden est arrivé ce matin. Oui, Joe Biden est arrivé ce matin. Là aussi, je trouvais que c'était très symbolique. Bon, c'est un homme âgé, on ne peut pas... Voilà, ça crève l'écran, si j'ose dire. Je veux dire, le contact avec Gabriel Attal, à qui la sécurité a demandé son passeport. Je trouve que c'est pas grave, mais symboliquement, il y a quelque chose je sais pas, d'assez clair. Et en même temps, Joe Biden, c'est le patron, hein, c'est très clair. Dans toute son attitude, il y a l'âge, il y a l'expérience et il y a le fait que c'est lui le chef. Et c'est vrai que ces commémorations des 80 ans, elles sont ultra sensibles de bien des manières, parce que Joe Biden vient expliquer qu'en gros, la démocratie et la liberté, c'est toujours un combat. Et c'est également le cas dans sa campagne électorale aux États-Unis. Il fait aussi un peu campagne, là, aujourd'hui? Il fait campagne tout le temps, et c'est vrai que c'est l'argument principal contre Donald Trump.
il faut protéger la démocratie et la liberté. Il faut aussi la protéger en Europe. On a un empire qui est menaçant. Et c'est aussi 80 ans, donc les derniers vétérans, à un moment où, au fond, les terreurs, les démons reviennent. Je trouve ça assez bouleversant. Évidemment, Joe Biden, il n'a pas l'âge d'avoir fait la guerre. Il est né en 42, mais néanmoins, c'est le dernier président américain du XXe siècle, en quelque sorte. Donc la guerre en Ukraine est omniprésente dans ces commémorations. Omniprésente. En préparant cette émission, j'ai lu des commentaires de certains qui disaient on aurait pu quand même, parce que 20 millions de morts, parce que l'allié russe contre le nazisme, on aurait pu quand même laisser une place à l'opposition russe pour représenter le peuple russe contre lequel l'Occident n'est pas en guerre. Qu'en pensez-vous, Elena Voloshin ? Alors, humainement et déontologiquement, éthiquement, sans doute oui. Sauf que l'opposition russe, aujourd'hui, n'a pas été démocratiquement élue. Elle n'est pas représentante du peuple russe non plus. Donc, je pense que tout simplement, diplomatiquement et politiquement, on ne peut pas inviter des opposants qui se revendiquent aujourd'hui, à tort ou à raison, d'être la vraie Russie, celle en exil, notamment, en l'occurrence. Or, il y a aussi beaucoup de questions envers cette opposition. Il y a aussi beaucoup de Russes qui sont ni pro-régime, ni opposants, qui ne s'y reconnaissent pas. On n'est pas au moment historique où on peut inviter l'opposition russe pour représenter la Russie. On n'est certainement pas au moment historique où on peut représenter une délégation, inviter une délégation russe officielle au nom des 27 millions de morts soviétiques, puisque d'abord, comme le disait justement Anthony, tous les peuples du RSS ont contribué à cette victoire et non pas seulement les Russes. Et il y a aussi beaucoup de questions envers Staline, mais enfin ça c'est pareil, ce n'est pas aujourd'hui et maintenant qu'on va en débattre. S'il n'y avait pas eu Vladimir Poutine qui revendique son agression contre l'Ukraine dans la droite lignée du combat contre le nazisme et le fascisme auquel a contribué l'Union soviétique, c'est une chose. Aujourd'hui, Vladimir Poutine mène cette guerre en la présentant comme la continuité de la Grande Guerre patriotique. Et dans ce contexte, évidemment, c'est absolument impossible parce que c'est une insulte faite aux Russes, faite à la mémoire. Aujourd'hui, tous les événements patriotiques en Russie, vous avez les soldats d'hier, 41-45, et les soldats d'aujourd'hui en Ukraine 2022-2024. Donc en fait, nous les Russes, et là je me place du point de vue russe, puisque je le suis en l'occurrence, et donc ce n'est plus une analyse, mais mon sentiment profond, ma conviction profonde, c'est que inviter une délégation officielle russe aurait été une insulte à la mémoire de nos aïeux, justement, précisément, qui ont combattu. Et pour cette raison, heureusement qu'on a finalement décidé de ne pas même inviter une délégation. Je voulais juste ajouter, ça sert quand même le discours de Poutine sur l'humiliation de la Russie. C'est-à-dire que cette espèce c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'effectivement, évidemment qu'on ne peut pas inviter Vladimir Poutine alors qu'il y a 2 ans de ça, il a entièrement, encore une fois, déchiré et les accords et en fait le socle sur lequel s'est bâtie la paix en Europe. Mais objectivement, son discours qui dit « nous sommes seuls contre l'Occident, l'Occident nous en veut, l'Occident se bat contre nous ». Ça lui donne du grain à moudre. Vise à nous humilier. Il nous humilie dans ce que nous avons de plus précieux, c'est-à-dire la Grande Guerre patriotique. Il nous humilie aussi au moment des Jeux Olympiques, on y reviendra. On entre dans une séquence assez forte diplomatiquement, avec donc cette visite de 4 jours de Joe Biden sur laquelle on va revenir pour savoir ce que pourrait dire d'ailleurs Emmanuel Macron demain, qui va prendre la parole à l'occasion de ces commémorations. Il y a une conférence de la paix qui est organisée, qui semble mal emmanchée, pardon de le dire comme ça, cette conférence de la paix qui aura lieu le 15 juin. Oui, c'est un petit peu curieux. Donc ça se déroulera en Suisse. Pour autant qu'on sache aujourd'hui, c'est au tour de Volodymyr Zelensky. Et il y aura une centaine de pays qui ont annoncé leur participation. Alors évidemment pas la Russie, pas la Chine, qui de cette manière soutient la Russie sans trop rien faire. Mais apparemment pas Joe Biden, qui juste après ou juste avant, sera au G7 en Italie. D'après ce que l'on sait, il a confirmé sa présence. Et il envoie en Suisse Kamala Harris et Jake Sullivan, donc le conseiller à la sécurité. C'est pas rien, mais c'est pas le chef, si j'ose dire. Et pendant ce temps-là, il rentre en Californie pour participer à une levée de fonds autour de George Clooney, Julia Roberts.
en présence évidemment de l'épouse de George Clooney, Amal Clooney, qui est une juriste extrêmement connue et qui a fait partie des juristes consultés par la CPI avant de lancer un mandat d'arrêt ou une possibilité de mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou. Donc est-ce que tout ça est relié à la présence de Joe Biden? C'est pas clair, mais en tout cas son absence en Suisse est une déception. Juste au moment où on parle de la commémoration du débarquement, est-ce qu'il y a une séquence qui peut s'ouvrir, qui peut déboucher sur quelque chose? Volodymyr Zelensky, on a vu passer cette citation, regrette l'attitude de la Chine. Il dit malheureusement la Chine s'efforce aujourd'hui d'empêcher des pays venir au sommet de la paix. Peut-on faire la paix sans les Chinois? Je pense que ce n'est pas une initiative américaine, donc ce n'est pas le moment pour les Américains. D'accord. Les Américains ont décidé que cette réunion pour la paix sera probablement très utile, les gens se rencontreront, mais ce n'est pas leur moment à eux. Leur moment diplomatique à eux viendra après l'élection présidentielle. Pour l'instant, ils ont un problème au Moyen-Orient, un problème en Ukraine. Et ils ont une. Et nous, dans cette conférence, nous non plus, c'est pas le moment. Ah bon? C'est-à-dire, nous non plus, c'est pas le moment. C'est pas le moment pour Emmanuel Macron. C'est le moment des commémorations et de dire des choses autour de ces commémorations. C'est le moment pour Biden de faire campagne contre Trump, de marquer la différence avec Trump dans la façon dont il est reçu et dans la façon dont il commémore le débarquement. C'est la façon pour Emmanuel Macron de marquer qu'il est tout de même à la tête d'une espèce de coalition européenne contre l'agression russe en Ukraine. C'est le moment pour Charles III de faire une première démonstration qu'il n'est pas aussi malade qu'on veut bien le dire. C'est le moment pour plein de choses, mais pas celui encore de parler de paix en Europe et en Ukraine. Guillaume Ancel voulait dire un mot. Oui, sur les commémorations, par contre, c'est un moment important, d'abord à cause du calendrier électoral. Les élections européennes ont lieu samedi, donc c'est pas un moment ni anodin ni neutre. Et puis surtout, c'est un moment où la plupart des membres de la coalition de Rammstein, donc des pays alliés qui soutiennent l'Ukraine, vont se retrouver. Tout à fait. Et donc c'est un moment où forcément on va discuter en marge et on va être obligé de faire le point sur jusqu'où on va pour aider l'Ukraine. C'est d'ailleurs le titre de cette émission ce soir, ce que préparent Biden et Macron. On a oublié les autres, mais ils seront aussi sur la photo et ils seront présents dans ces discussions où il sera naturellement question de l'Ukraine. Le président américain a donc débarqué pour une visite d'État de 4 jours, et on en parlera tout à l'heure, mais c'est long, 4 jours pour une visite. Énorme. Les commémorations du 80e anniversaire du débarquement sont surtout l'occasion de mettre le sujet ukrainien au cœur des célébrations. La Russie, alliée de l'époque face au nazisme, on l'a compris, n'a pas été conviée. Léa Demirjian et Nicolas Baudry-Dasson. La séquence D-Day a commencé ce matin. Protocole oblige, Gabriel Attal dépêché à Orly pour accueillir Joe Biden. Au même moment, à plus de 400 km de là, Emmanuel Macron est en Bretagne, là où est tombé le premier soldat français du débarquement. Le président salue la mémoire des maquisards bretons, le temps du souvenir, de la résistance passée. Façon aussi d'évoquer le présent. Je sais notre pays, fort d'une jeunesse audacieuse, vaillante, prête au même esprit de sacrifice que ses aînés. La guerre il y a 80 ans, la guerre encore et toujours aujourd'hui, aux portes de l'Europe, entre Kiev et Moscou. Entre la France et la Russie aussi, les relations tournent à l'orage. À Moscou hier, près de l'ambassade de France, cette affiche. Le visage est celui d'un officier français qui a collaboré avec l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce message qui en dit long sur la stratégie du Kremlin. Français, ne répétez pas les erreurs de vos ancêtres, leur sort est connu. Ces Français ont déjà combattu contre la Russie, aux côtés des nazis. La Russie provoque, menace. Moscou n'apprécie pas vraiment les récentes déclarations du commandant en chef de l'armée ukrainienne. Je salue l'initiative de la France d'envoyer des instructeurs en Ukraine pour former les militaires ukrainiens. Emmanuel Macron s'apprête-t-il à envoyer des instructeurs militaires français en Ukraine? L'Élysée explique que le président devrait faire des annonces dans les prochains jours. Mais déjà, la Russie multiplie les avertissements. En France, vous avez un vieux principe que vous connaissez mieux que moi, la guerre comme la guerre. Donc si vous envoyez vos spécialistes, vos instructeurs, vos conseillers militaires, vous pouvez les appeler comme vous voulez, mais le mot-clé ici, c'est militaire. Si vous envoyez vos militaires en Ukraine pour qu'ils forment les combattants ukrainiens comment mieux cibler et tuer les Russes, bien sûr, ils se rendront compte du fait que ces spécialistes militaires, ces instructeurs militaires constitueront naturellement une cible légitime pour les forces armées russes.
l'envoi d'instructeurs français en Ukraine, l'idée est décriée au sein même de l'Europe. Matteo Salvini, l'extrême droite italienne, diffuse même cette affiche d'un Emmanuel Macron va en guerre, armé et au front. Les perspectives de paix, difficile de les entrevoir alors que le président ukrainien tente de convaincre les dirigeants du monde entier de participer dans 10 jours à la conférence sur la paix qu'il organise en Suisse. Un sommet auquel la Russie n'est pas conviée. Et puisque Moscou n'y est pas, son allié chinois décline l'invitation. Ce que regrette Zelensky. Il est étrange et très douloureux pour nous que la Russie, malheureusement, utilisant l'influence de la Chine dans cette région, utilisant des diplomates chinois, fasse tout pour perturber le sommet de la paix. Accusée, la Chine se défend de faire pression sur d'autres pays. La position de la Chine est juste et équitable. Nous n'avons pas pour objectif d'empêcher la Suisse d'accueillir ce sommet pour la paix. Jouer l'hégémonie et la politique de la force n'est pas le style de la diplomatie chinoise. Au sommet sur la paix des 15 et 16 juin, la Chine absente. Joe Biden absent lui aussi. Le président américain passe son tour. Les États-Unis seront représentés par la vice-présidente Kamala Harris. Une question pour vous, Elena Voloshin. Faut-il s'attendre à un coup d'éclat de Vladimir Poutine ce 6 juin ? Coup d'éclat, non. Je pense qu'ils sont toujours dans leur offensive et dans la concentration de leur effort sur le front. Redoublement de propagande, oui. Voilà, oui. Évidemment, là, on est en plein dans la mise en œuvre, et on l'a vu avec cette affiche de la prophétie autoréalisatrice, comme quoi tous les Européens, et les Français en particulier, sont contre l'envoi de leurs soldats en Ukraine. On l'a vu avec l'opération ici à Paris, avec les cercueils déposés devant la Tour Eiffel. La Russie est en train de faire monter en fait ce thème, comme quoi eh bien, les dirigeants européens, Emmanuel Macron, vont avoir des gros soucis avec leur opinion publique parce qu'ils veulent envoyer des soldats au front. Et on voit que ce discours eh bien, fait son bonhomme de chemin. On l'a vu en Italie, on le voit aussi avec l'extrême droite française, à l'aube de ces élections européennes, avec tous ces discours sur il ne faut surtout pas envoyer mourir nos enfants, etc. On voit que ce discours prend, et le bras de fer, en fait, là, dans le champ informationnel, porte là-dessus. Et si vous regardez ceux qui travaillent sur les guerres hybrides russes, et notamment du côté de la Commission européenne, les schémas qu'ils élaborent et les stratégies qu'ils proposent de mettre en place, c'est vraiment d'inclure en fait cette dimension dans le fait de contrer l'agression russe sur tous les fronts, puisque la Russie utilise les populations, utilise les opinions publiques pour mettre en œuvre ces stratégies d'invasion, ces stratégies militaires et sa guerre conventionnelle. On l'a vu en Ukraine, que ce soit en Crimée ou dans la région ukrainienne du Donbass, lorsque les populations se sont soulevées contre les nazis. C'est ça qui a permis à favoriser l'agression russe. On le voit aujourd'hui à une toute autre échelle et beaucoup plus vertigineuse en fait, et sans doute plus longue dans le temps, mais avec les opinions publiques, notamment européennes, avec la montée des populismes en Europe, parce que la Russie travaille notre champ informationnel. Et en tout cas, ce n'est pas un coup d'éclat pour vous répondre à votre question le 6 juin précisément, mais il y a une grosse stratégie qui est en train d'être mise en œuvre. Ce qu'on attend, c'est l'intervention du président de la République demain soir, à l'occasion des commémorations, mais sans doute aussi, comme on l'explique depuis le début de cette émission, avec un message sur la guerre en Ukraine, avec cette hypothèse d'envoyer donc des instructeurs sur le terrain. Il y a cette question qui nous est posée ce soir. N'y a-t-il pas déjà des instructeurs français et des soldats en Ukraine, avec vous, Guillaume Ancel? Bien sûr. Il y a déjà des instructeurs, il y a des spécialistes du renseignement, il y a des spécialistes techniques. Ce sont des soldats français qui paramètrent les missiles Scalp qui sont tirés par l'armée ukrainienne. Donc en fait, on a une multitude d'experts français qui sont vraiment des agents de l'État, qui sont déjà en Ukraine. Alors la seule chose, c'est qu'ils ne sont pas en unités constituées sur le front, au contact, parce que ce n'est pas des unités de combat. Ce sont des spécialistes qui sont dispersés, et il y a pratiquement tous les pays du groupe de Ramstein qui sont représentés. Par contre, là, ce que change le président Macron avec cette annonce, c'est qu'il le reconnaît officiellement. Et il reconnaît officiellement qu'il franchit un pas. Parce que jusqu'ici, la formation, elle était tout à fait officielle, mais elle était faite plutôt dans les pays voisins, voire dans les pays d'origine, c'est-à-dire en France, en Grande-Bretagne, qui ont accueilli des milliers de soldats ukrainiens. Le fait d'aller en Ukraine, les former, change plusieurs choses. D'abord, ça veut dire qu'on reconnaît qu'on a des soldats qui sont sur place. On établit un lien fort avec les soldats ukrainiens, parce que ce n'est pas la même chose de les avoir quelques jours dans un camp d'entraînement au Larzac et de passer des semaines avec eux et forcément de nouer un lien. Et puis surtout,
c'est une étape intermédiaire avant une implication directe. On sait bien que quand on commence à former directement les gens sur le terrain, quand ils sont en guerre, en fait, on se rapproche tout doucement de la ligne de front. Et ce qui est intéressant dans cette relation avec l'armée, avec la guerre, c'est qu'on voit bien que le président Macron veut faire une annonce qui frappe l'opinion publique et qu'en contrepartie, on a le Rassemblement national qui dit exactement les mots, qui reprend exactement les mots de Vladimir Poutine, et qui est « ce que vous faites est épouvantable, il ne faut surtout pas y aller ». En gros, c'est quand même le parti qui voulait envoyer la Légion étrangère dans les banlieues, mais qui voudrait que l'armée française ne se batte pas quand nos sociétés sont menacées par un empire comme celui de Poutine. On parle de l'envoi d'instructeurs. Cette déclaration à la une de la Croix aujourd'hui du chef d'état-major des armées, il ne parle pas très souvent, Pierre Schill, et il dit cette phrase, la nation est prête à des sacrifices. Donc on voit bien qu'il y a un accompagnement aussi des propos du président qui seront sans doute tenus demain soir. Je précise pour les gens qui nous regardent, on l'a vu passer rapidement tout à l'heure, que la réaction des Russes, elle est ferme. Elle est ferme. Dimitri Peskov, il dit « Les instructeurs qui entraînent les troupes du régime de Kiev n'ont aucune immunité, et peu importe qu'ils soient français ou non. » Mais moi, je pense qu'on est passé dans une autre étape. Voilà. C'est-à-dire que de deux manières. D'abord, les Américains ont donné aux Ukrainiens, et les Français, et les Britanniques aussi, le droit de frapper l'intérieur du territoire russe, première chose. Avec des armes occidentales. Avec des armes occidentales. Et deuxièmement, effectivement, ce que Emmanuel Macron avait annoncé il y a quelques semaines de ça, qui avait fait un scandale, est en train de se passer. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a envoyé des instructeurs sur place. Je suis absolument d'accord avec l'analyse que vous venez de faire, à cette nuance près que ce débat existe aussi dans la société française. C'est-à-dire que quand on interroge les gens... Quelle question on vient nous poser? Eh bien, est-ce que vraiment l'Ukraine mérite qu'on envoie des soldats français sur place? Donc, cette question travaille la société française. Et à juste titre, dit Elena Voloshin. Cette question travaille la société française et Vladimir Poutine appuie là où ça fait mal. C'est ça une propagande qui marche et qui est efficace. Par ailleurs, je voudrais juste ajouter, pour avoir parlé à un correspondant en Russie il y a très peu de temps, qu'on ne parle que de cela en ce moment à Moscou. C'est-à-dire que dans toutes les chaînes de télé, ces fameux propagandistes en chef qu'on a vus sur Rossiya Ad-Din ou sur d'autres chaînes qui propagent le discours de Vladimir Poutine, cette image que nous avons vue, cette affiche-là, n'est pas du tout isolée. Il ne parle que des soldats français, que de leur implication, que de la France qui va intervenir. Et avec beaucoup de désinformation. Vous voyez cette vidéo, vous l'avez sans doute vue les uns les autres. C'est une vidéo, en fait, c'est un fake, comme on dit. On regarde qui donc singe une arrestation, une interpellation d'un soldat français par l'armée russe. Regardez. Hey, man, вылезай! Выкидывай оружие нахуй! Вылезай! Дай, блядь! Ne te répare! Вылезай, блядь! Еще нахуй! Ne te répare! Ne te répare! Il a un peu un accent, ces soldats français qui en scène. Il y a un léger problème sur la vidéo, c'est une très mauvaise mise en scène, je dirais comme les cercueils de la Tour Eiffel. D'abord, le soldat n'arrive pas à parler français, ce qui est quand même gênant pour un soldat français. Il porte un uniforme qui est plutôt russe. On lui a mis simplement un badge français pour dire, vous avez vu, c'est le français. Et on voit bien que ça ne... Enfin, pardon, pour un ancien militaire, ça n'est absolument pas une scène de combat. C'est une scène de mauvais théâtre. Mais ce qui est important, c'est dans la guerre de l'information... C'est qu'elle a été partagée beaucoup. Bien sûr, c'est de la propulser sur les réseaux sociaux pour dire, vous avez vu, il y a des soldats français qui sont sur le front, ce qui est faux. Et deuxièmement, les Russes n'en feront qu'une bouchée. Le titre de cette émission ce soir, c'est Macron-Biden, ce qu'il prépare contre Vladimir Poutine. Sur la question des instructeurs, de l'envoi d'instructeurs sur place, là, pour le coup, il ne parle pas d'une seule voix. Non, il ne parle pas d'une seule voix. C'est vrai qu'Emmanuel Macron a pris un peu les alliés de court, même les Ukrainiens, qui ont immédiatement dit « mais ce n'est pas vraiment ça dont on a besoin ». Et en même temps, aux dernières nouvelles, il y a 150 000 nouvelles recrues ukrainiennes qui vont avoir besoin de formation efficace, rapide et donc proche. Mais aux États-Unis, en pleine campagne électorale, on voit que c'est vraiment de la dynamite, si j'ose dire, dans ce contexte. Ça n'a pas été très clair, leur ligne sur ce sujet. Parce que... éminemment pas clair. Je pense que c'est le problème, c'est que ça ne soit pas clair, en gros. Ah bon. Parce que Joe Biden a dit pas question, il n'y aura pas d'instructeur, il n'y aura aucun militaire américain sur place. Alors évidemment, on sait qu'il y a déjà le renseignement, etc. Mais militaire en uniforme, il n'y en aura pas en Ukraine.
Et le chef d'état-major interarmé, donc le sommet de l'armée américaine, le général Charles Brown, a dit sur les instructeurs, c'est inévitable. Il n'a pas donné de délai, mais il a dit c'est inévitable. Donc finalement, il rejoint l'attitude de la France et d'autres pays. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le même objectif, Emmanuel Macron et Joe Biden, parce que calendrier électoral américain? Mais je pense que l'objectif réel et que tout le monde est en train de se rendre compte, c'est que si on ne passe pas à une vitesse très supérieure, l'Ukraine va perdre. Et cette réalité-là, ils l'ont en face et ils réagissent de manière différente selon leur calendrier respectif, sachant qu'évidemment, beaucoup de pays alliés en Europe ne veulent pas être devant sur cette question, parce que si effectivement les instructeurs de certains pays deviennent des cibles, qu'il y a donc une confrontation directe avec la Russie, eh bien, les pays alliés européens, à l'évidence, ne veulent pas encaisser ça tout seuls, sans savoir que les Américains sont derrière eux. Et on apprend à l'instant qu'Emmanuel Macron participera au sommet pour la paix en Suisse. On sait que Joe Biden n'y était pas, lui il sera. Justement, il ne faut pas négliger le fait, peut-être, c'est peut-être une théorie, mais moi, on est tellement alliés aux Américains en ce moment, et tellement alliés aux Britanniques sur l'affaire de l'Ukraine, qu'il y a peut-être un petit jeu de bad cop, good cop. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les Américains en pleine campagne électorale, et Biden fait mine de retenir ses instructeurs, alors qu'il donne objectivement aux Ukrainiens des stocks d'armes absolument colossaux. Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron travaille le terrain, on va dire, informationnel, ce qui d'ailleurs rend fou Vladimir Poutine du côté de Moscou, pour des étapes suivantes. Et de toute façon, ça ne peut pas se faire sans une coordination, ce type de déclaration, d'instructeurs sur place, de livraison de Storm Shadow ou de Scalp, de présence. Lui, par contre, à la conférence de la paix, invité par Zelensky, enfin en tout cas autour de Zelensky, sans qu'il y ait une coordination entre alliés. Bad cop, good cop. Et donc pour le coup, ils se parlent. Et Emmanuel Macron voudrait le bad cop, en fait. Le méchant. Est-ce que du coup, vous disiez, c'est un sujet qui est récurrent aujourd'hui en Russie, je me tourne vers vous, Elena Voloshin, quand vous voyez comment le ton se tend aujourd'hui entre Paris et le porte-parole qu'on a entendu tout à l'heure de l'ambassade de Russie en France, est-ce que là aussi on est passé dans autre chose, comme le disait tout à l'heure Anthony Bélanger? Le truc, c'est que sur la relation entre la France et la Russie. Il ne faut pas croire que les Russes réagissent en fait, parce que les Russes ont toujours un temps d'avance et cette situation-là, elle est complètement pensée et elle fait le jeu de Moscou. C'est-à-dire qu'on voyait cette mise en scène tout à l'heure du soldat français dans les tranchées. Il faut bien comprendre que la propagande russe fonctionne en ce qu'elle met en scène des situations qu'elle affirme déjà vraies, ensuite elle les crée, elle les provoque pour prétendre les combattre. Et donc elle les prétend en cela les combattre depuis l'étape numéro 1 déjà. Donc c'est-à-dire que cette situation soi-disant existe dans le monde fictif, on la combat, ensuite elle devient réelle puisque l'acte d'agression est là et qu'il faut y réagir, et une fois cette réaction arrivée, on reprétend être nous en réaction du côté des Russes. C'est un peu compliqué, mais ce que je veux dire par là, c'est que on est toujours en train de parler de la montée en tension, parce que, mais nous on monte en tension et la Russie fait monter en tension les Français, et évidemment depuis le départ les Occidentaux ils vont à reculons, que ce soit sur les livraisons d'armes à l'Ukraine, que ce soit sur l'autorisation de ce que les Ukrainiens peuvent faire avec ces armes, que ce soit avec l'envoi de troupes, que ce soit... Mais Vladimir Poutine n'a pas peur de la confrontation, il provoque cette confrontation au maximum pour dire nous on réagit et on se défend. Mais il y a une instrumentalisation de cette charge contre la France. Mais bien sûr qu'il y a une instrumentalisation. Avant même que la Russie n'attaque l'Ukraine, j'avais des Russes, j'étais encore en Russie, qui me disaient l'OTAN veut nous faire la guerre, l'OTAN concentre ses troupes à nos frontières, l'OTAN nous agresse, l'OTAN nous attaque, etc. Donc évidemment, lorsque vous avez l'envoi d'instructeurs français en Ukraine, eh bien ça y est, on sait ce qu'on vous avait dit, l'OTAN nous a... Donc en fait, Vladimir Poutine, parce qu'il est dans le rôle de l'agresseur et parce qu'il ne redoute pas les guerres conventionnelles avec les États voisins, contrairement aux démocraties que nous sommes, eh bien il a un temps d'avance. J'entends, mais ça débouche sur quoi? Parce qu'il y a des gens qui vous regardent ce soir qui disent bon, très bien, on est en train de franchir toutes les lignes rouges qui étaient soi-disant fixées. On parle aussi des armes occidentales qui aujourd'hui, selon Forbes d'ailleurs, auraient déjà été utilisées pour frapper en profondeur pour toucher la Russie.
Est-ce que quand les choses se tendent entre la France et la Russie, ça débouche sur quoi? Ça débouche soit sur une... Pour moi, on Allez-y, débride Elena Voloshin, peut-être juste sur ce point. Non, mais tout simplement, on ne peut pas donner la réponse ce soir. Est-ce qu'il y aura ou pas une troisième guerre mondiale? Mais si Vladimir Poutine... Déjà, le fait de se poser la question est un sujet. Bah oui, c'est un sujet, tout comme se poser la question de la frappe nucléaire. Mais il faut comprendre que Vladimir Poutine est dans cette logique, qu'il est prêt à cela, et que dans ce cas-là, c'est soit la capitulation et on cède à tous ses intérêts, soit on est prêt à cette confrontation-là. Mais c'est vrai que c'est un rapport de force qui s'installe. Et depuis le début, c'est un rapport de force. Et ce que l'on peut dire du côté de la Russie, c'est que les menaces nucléaires, elles sont là depuis le premier jour. Mais vraiment, dans les tout premiers jours de la guerre, Vladimir Poutine disait, si vous envoyez un fusil, en gros, attention, il va y avoir les frappes nucléaires. Bon, ça n'est pas exclu, en tout cas au niveau de frappes minimales, avec des petites armes, si j'ose dire, même si ça fait très peur. Mais il est à l'évidence... Ça fait plus de 2 ans que Poutine agite cette menace. Il n'a pas envie de mourir. Il sait quand même ce que c'est qu'une frappe nucléaire dirigée vers l'Occident. La deuxième chose, c'est est-ce qu'il est prêt à une guerre conventionnelle contre l'OTAN? Tout indique le contraire. Tout indique le contraire. Donc c'est vrai que les menaces me semblent être une manière de faire peur et de geler les initiatives occidentales, mais pas forcément une déclaration de « je suis prêt à affronter l'OTAN ». Ça me paraît très peu probable. Et dans les choses qui sont en train de bouger aussi, on a parlé, c'était important, là il y avait un alignement entre les Américains et les Français, notamment sur le fait qu'on puisse frapper avec des armes occidentales sur le territoire russe, qui est attendu par les Ukrainiens. Un autre sujet, les F-16. Les Pays-Bas n'imposeront pas de restrictions à l'utilisation de F-16 pour frapper des cibles en Russie. Là aussi, on franchit des barrières, des lignes, chacun choisira, qu'on s'était fixées. Alors, pardon, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Il faut se rappeler d'abord qu'on est dans un échec militaire russe. Il y a quelques semaines, le président russe a viré tout son ministère de la Défense, c'est-à-dire le ministre et son entourage. On est à plus de 30 collaborateurs du ministre. Pardon, mais on ne fait pas ça en temps de guerre quand on est dans une bonne situation. Pour moi, c'est la traduction d'un échec sévère. Pourquoi ? Parce que Poutine avait fixé à son armée de percer les défenses russes pendant ces 7 mois d'offensive qui ont commencé avec l'offensive à Gaza de son allié, le Hamas. Et c'est un échec. Pour l'instant, les Russes n'ont pas réussi à faire ça. Ils jugent beaucoup d'hommes, beaucoup de moyens, sans arriver à faire autre chose que de faire reculer de quelques centaines de mètres les Ukrainiens. Donc ça leur pose un problème. Et à un moment où les Ukrainiens, eux, ont conscience qu'ils ne sont pas assez forts pour virer les Russes. Or, la question, c'est est-ce qu'on débride le moteur ou pas ? Aujourd'hui, on fait monter les Ukrainiens sur le ring avec une main attachée dans le dos. Par exemple, quand on leur dit « vous n'avez pas le droit de frapper au-dessus du territoire russe », la question va pour les F-16, et j'arrive aux F-16. Le problème du F-16, c'est que ce n'est pas un avion extraordinaire, c'est une plateforme de combat qui emporte des munitions. Si on l'empêche de tirer, par exemple, contre les avions russes qui bombardent au quotidien le territoire ukrainien, mais qui restent du côté russe, ben à ce moment-là, on observe passivement le bombardement quotidien et on compte les morts à Kharkiv. Le jour où on autorise les F-16 vont arriver au mois de juin. Le jour où on les autorise à intercepter, et ils en ont les moyens sur des munitions américaines, d'intercepter les avions russes à quelques dizaines de kilomètres, alors là, ils vont abattre des avions de combat russes au-dessus du territoire russe. Et évidemment, ça n'aura échappé à personne que les F-16 sont utilisés parce qu'ils ont l'autorisation des Américains. Donc, on arrive dans une situation où on est obligé de s'impliquer plus. Et la question, c'est est-ce qu'on peut gagner une guerre par procuration ? Sérieusement, ça n'est jamais arrivé. Un mot sur est-ce que Joe Biden a les mêmes critiques, entre guillemets, qu'Emmanuel Macron par une partie de la classe politique qui le met dans la catégorie « va-t-en-guerre ». On a vu tout à l'heure ce que faisait Salvini comme montage pour illustrer cette idée qu'on a un président français qui jetterait de l'huile sur le feu, qui serait va-t-en-guerre. Mais en tout cas, le soutien à l'aide à l'Ukraine, il reste fort aux États-Unis. Les derniers sondages qu'on a eus, donc c'est au mois de mai, c'est en gros 50% de soutien. Alors certains trouvent qu'on n'en fait pas assez, d'autres qu'on pourrait peut-être en faire un petit peu moins. Mais en tout cas, le soutien est là. Il est plus fort chez les démocrates que chez les républicains, parce que c'est Joe Biden qui est aux commandes. Donc à l'évidence, son camp le soutient davantage que le camp... Oui, mais il est critiqué comme étant va-t-en-guerre ? Pas tellement. Pas tellement ? Non, pas tellement, justement parce qu'il ne cesse de répéter qu'il n'y aura pas de soldats américains sur le sol ukrainien.
Alors, nous ne sommes pas en guerre directe avec la Russie. Je voudrais qu'on aille maintenant, on va poursuivre cette discussion, je voudrais qu'on aille maintenant en Pologne. La Pologne a détaillé, là récemment, le dispositif de son bouclier occidental. Le pays, on le sait, sous pression de son menaçant voisin russe, a prévu d'investir 2,3 milliards pour rendre la frontière impossible à franchir, avec pour commencer une fortification prévue sur 500 km de long d'ici à 2028. Léo Seu et Benoît Thébault. S'entraîner avec l'armée, c'est ce que propose le ministère de la Défense polonais. Technique de combat, méthode de survie, premiers secours et maniement des armes. Un entraînement complet signe que la menace russe est bien présente dans les esprits. Avec ce qu'il se passe, on est venu ici. On a un fils adolescent et on est venu ici en famille pour qu'il se sente plus en sécurité et qu'il sache mieux comment réagir. Moi, je vais peut-être même finir par rejoindre les forces de défense territoriale ou devenir volontaire pour l'armée. Le but de ces entraînements, c'est d'être prêt. 23 000 Polonais ont déjà participé à ces sessions ouvertes dès 15 ans. Il faut dire que la menace russe est loin d'être voilée. En témoignent ces propos tenus par un officier russe à la retraite sur un plateau de télévision. Si nous envoyons 2 missiles nucléaires sur chaque ville, c'est seulement 30 ou 40 missiles. En 10-15 minutes, à la fois la Pologne comme État, mais aussi le peuple polonais disparaissent. La langue polonaise disparaîtra aussi. Les Européens doivent comprendre cela. J'exhorte les Européens à bien réfléchir à ce qu'ils sont en train de faire. Avec un peu plus de 200 km de frontières communes avec l'exclave russe de Kaliningrad et environ 400 avec le Bélarus, la Pologne a décidé de sortir les grands moyens, un bouclier oriental pour se protéger à l'Est. Mesdames et messieurs, notre programme national de dissuasion et de défense de bouclier oriental est la plus grande opération visant à renforcer la frontière de la Pologne et le flanc oriental de l'OTAN depuis 1945. Aucun pays ne doit se faire d'illusions sur le fait que nous défendrons chaque centimètre de notre territoire national et que nous sommes prêts à le faire. Hérissons en béton armé, fossés, tours, bunkers. Un investissement de plus de 2 milliards d'euros que la Pologne voudrait bien ne pas payer seule. Nous souhaitons que cet investissement soit assuré par notre budget national, mais aussi par des financements européens. En première ligne, et parmi les plus fidèles soutiens de l'Ukraine, la Pologne n'hésite pas à jouer la carte de l'ambiguïté stratégique. Nous devrions laisser Vladimir Poutine dans l'incertitude. Il s'agit de ne pas nous dissuader nous-mêmes. Il s'agit de conserver l'ambiguïté stratégique. Aucune décision n'a été prise. Aucune décision n'est imminente. Aucune décision prise ni imminente, c'est pourtant bien ce que la Russie a voulu faire croire selon les conclusions du service de renseignement polonais après une cyberattaque visant une agence de presse. Les services secrets enquêtent sur une cyberattaque qui a mené à la publication d'une fausse dépêche par une agence de presse. Le gouvernement assure que les informations contenues dans cette dépêche sur une mobilisation de 200 000 citoyens ne sont pas vraies. Des tentatives d'ingérence du Kremlin de plus en plus nombreuses en Pologne. Au mois d'avril et de mai, c'est une série d'incendies que le renseignement militaire russe est soupçonné d'avoir commandité sur le territoire polonais. Une menace bien présente jusque dans la campagne des Européennes. Hier, lors d'un meeting, le Premier ministre europhile, Donald Tusk, alertait sur les visées du Kremlin. Écoutez-moi. Pour eux, au Kremlin, la possible conquête politique de Bruxelles est bien plus importante que la conquête de Kharkiv. Les élections en Pologne et maintenant les élections en Europe, c'est aussi un combat pour faire en sorte que la guerre n'entre pas à l'intérieur de nos frontières. Avec 31,6 milliards de dollars de dépenses militaires en 2023, une somme en hausse de 75% sur un an, la Pologne dispose du 14e budget militaire mondial. Je voudrais qu'on revienne sur cette phrase de Donald Tusk qu'on vient d'entendre à l'instant qui dit « La conquête politique pour les Russes, la conquête politique de Bruxelles est plus importante que la conquête de Kharkiv ». Ah, c'est vraiment un projet. Et c'est un à la veille des Européennes, naturellement. Oui, et c'est un projet qu'on voit se développer et qui est très intense en ce moment, mais ça fait quand même pas mal d'années que les partis d'extrême droite en Europe... Ou d'extrême gauche,
ou d'extrême gauche pour certains, sont soutenus par les Russes politiquement, financièrement, avec des éléments de langage qui sont repris. Ça peut être des partis politiques, ça peut être des personnalités influentes qui interviennent publiquement. Et semer le doute, semer le chaos, semer le discrédit, par exemple, même sur la valeur des élections. Et là, on est dans les derniers jours de campagne avant l'élection européenne. On peut imaginer qu'il va encore circuler des choses sur les finances, sur la corruption, sur les liens d'un tel ou une telle avec des entreprises assez louches. Et c'est vrai que l'Europe ne soit plus un bloc qui appartient à l'Union européenne, qui est solide en tant que tel, qui appartient à l'OTAN et qui est solide en tant que tel, pour les Russes, ce serait vraiment le pactole. Si l'OTAN ne tient plus, il n'y a plus de menace. Je reviens sur le reportage qui était très intéressant sur la Pologne. On voit bien d'abord que c'est un pays qui se sent immédiatement menacé. Et qui se prépare physiquement maintenant, se prépare on le voit. Et maintenant, donc, qui a acheté un stock considérable d'armement, qui est réinvesti dans son armée, alors que c'était un sujet un peu dégagé. Pourquoi ? Parce que les Polonais ont peur. Moi, je suis en contact avec des officiers polonais. Ils me disent, nous, la guerre en Ukraine, c'est pas un sujet de débat. On la regarde. On est en frontière de l'Ukraine. Mais regardez à cette question, pour vous, la Pologne a-t-elle raison d'avoir peur de la Russie ? Comment le Kremlin pourrait-il justifier l'attaque de ce pays ? Parce que Vladimir Poutine en a déjà parlé. Il estime que l'Est de la Pologne lui appartient et qu'il y a des populations qui pourraient être menacées par les nazis de l'extrême droite en Pologne. Discours qu'on connaît parfaitement. Donc les Polonais savent très bien que leur frontière n'est absolument pas garantie. Et ce qui est intéressant, c'est quand Donald Tusk, justement, fait le relais avec l'Europe. On voit bien que la Pologne toute seule, qui fait un effort de défense considérable, 4% de son PIB, mais c'est rien. C'est rien à côté des défenses qui sont nécessaires pour pouvoir contrer la Russie. Je vais prendre juste un chiffre. Le budget de la défense de la Russie, aujourd'hui, c'est à peu près 100 milliards d'euros. Le budget des 27 pays membres de l'Union européenne, c'est 400 milliards. Ça veut dire que si on avait une défense européenne, on serait tellement dissuasif que Poutine ne pourrait même pas imaginer une seconde qu'il puisse agresser l'Europe. Or, aujourd'hui, pourquoi il peut le faire ? Parce qu'en fait, il voit bien que c'est encore 27 pays, c'est 27 petits jardins, au lieu d'être une forêt. Et tant qu'on n'aura pas compris que c'est cette union qui fait la force, on est menacé par la Russie de Poutine. Juste une question, le fait de renforcer avec des fortifications, comme on l'a vu dans le reportage, la frontière, c'est vraiment, ça a du sens, ça, ce bouclier occidental voulu par la Pologne ? Ça n'a aucune efficacité opérationnelle, on dirait une ligne Maginot moderne, mais simplement ce que les Polonais veulent montrer, c'est que là où on a défait toutes les frontières physiques qui existaient en notre pays, parce que finalement on estimait que c'était le problème de douane et d'importation des droits, et bien aujourd'hui on est obligé de reconstituer une ligne de défense. C'est inouï. On est obligé de faire une barrière métallique avec son voisin parce qu'on en a peur. C'est ça le... Bouclier oriental, d'ailleurs je disais occidental, mais non, c'est évidemment à l'est du pays, oui. Non, ce qui est très intéressant d'avoir avec la Pologne, c'est très impressionnant, c'est la façon dont ils dépensent. Ils dépensent énormément pour acheter des matériels sur matériel sur matériel. Quand on regarde le détail, j'ai fait le compte, on a 250 Abrams, 600 pièces d'artillerie, 1000 tanks sud-coréens, 500 HIMARS. Je pourrais vous faire la liste comme ça, et ça coûte énormément d'argent. Ce qui veut dire en fait que la pauvre Pologne, parce qu'il s'agit d'un pays relativement pauvre, la Pologne, c'est un tiers du PIB de l'Espagne, eh bien, va devoir à un moment aussi faire les comptes et choisir, comme disent les Américains, vous savez, c'est guns or butter, c'est-à-dire soit les armes, soit le beurre. Et effectivement, la question que va devoir affronter Donald Tusk, c'est une question de solidarité européenne. Elle ne va pas pouvoir dépenser des dizaines de milliards d'euros. Il demande l'aide de l'Europe pour construire cette frontière-là, ce bouclier oriental. Deuxième chose, quand on regarde un tout petit peu en arrière et qu'on regarde l'histoire polonaise et l'histoire russe, on comprend, mais tout de suite, enfin, ne serait-ce que les 50 dernières années, la Pologne a été occupée pendant 40 ans par la Russie, pardon, par l'Union soviétique. Comme De Gaulle refusait de parler de l'Union soviétique, il parlait de l'Empire russe, il parlait de la Russie, et uniquement de ça. Mais pas seulement. La Pologne a été dépecée par la Russie, l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne à l'époque, enfin la Prusse à l'époque. Donc ils sont un tout petit peu parano, et ils ont bien raison. Leur histoire ancienne, récente, a montré que la Russie n'était jamais un voisin sympathique avec lequel discuter. Juste un point pour prolonger ce que vous venez de dire, c'est que ce projet d'investissement pour créer une frontière, de facto une frontière visible, fortifiée, avec beaucoup de surveillance, etc., elle est commune à la Pologne et aux 3 pays baltes. Les pays qui ont connu
la fameuse double occupation, occupée par les nazis, occupée par les soviétiques. Et c'est des occupations, il y a des musées, notamment à Riga, terrifiantes. Je veux dire, c'est des millions de morts, c'est des millions de disparus. Donc évidemment, ils ont raison d'avoir peur. Et cette peur, les Baltes et les Polonais, ils sont aux premières loges. Ils savent qu'avant de marcher vers Paris, les Russes écraseront d'abord ces petits pays sous des prétextes tout à fait trouvés. Vous les avez mentionnés, les nazis qui écrasent des pauvres minorités russophones. Et d'une certaine manière, il suffirait aux Russes, et je dis suffirait très au conditionnel, d'avaler une partie de la Pologne, les petits pays baltes, et de désorganiser Bruxelles pour finalement pouvoir dormir tranquille. Et qu'est-ce qui se passerait s'il se lançait dans cette opération-là au niveau européen? C'est ça la question qu'il nous pose, au fond, Vladimir Poutine. Qu'est-ce qui se passerait? Voilà, donc ce sont des pays de l'OTAN. Donc en fait, c'est le déclenchement de l'article 5, c'est-à-dire la défense collective, mais qui ne garantit pas la réaction de chacun. Et c'est là où ce serait un point dramatique, c'est que par exemple, si Donald Trump était revenu au pouvoir, personne ne garantit que l'armée américaine accepterait de s'investir au-delà d'une lettre de protestation diplomatique sévère pour dire aux Russes, non, c'est pas normal que vous envahissiez l'Est de la Pologne et la Lituanie. Et donc là, les pays qui le souhaitent devraient envoyer leur armée classique se battre sur ce front-là. Et ça pose une question à l'armée française qui, depuis 40 ans, s'est organisée uniquement pour faire des interventions légères et qui n'a plus d'armée blindée lourde capable de résister à des bombardements. Et donc, avec quoi elle s'engagerait alors qu'elle n'a quasiment plus de chars lourds? Il y a une autre question de Bernard dans le Tarn. Par ses actions de sape en France et en Pologne, la Russie cherche-t-elle une extension du conflit? Elena Volosky. En tout cas, la Russie cherche à déstabiliser nos démocraties. La pensée antidémocratique est inscrite aujourd'hui dans la doctrine de sécurité russe. Il faut vraiment le comprendre. C'est-à-dire que la démocratie, le libéralisme sont assimilés à une dégradation des valeurs. Cela menacerait les valeurs traditionnelles russes, etc. Ce sont des choses qui sont aujourd'hui inscrites dans les doctrines de sécurité d'État russes. Et donc, aujourd'hui, le but premier, c'est, comme on le disait tout à l'heure, ce n'est pas Kharkiv, c'est Bruxelles. Pourquoi c'est Bruxelles? Parce que si nos sociétés, si nos pays, nos démocraties sont divisées quant aux invasions même de la Russie peut poursuivre ses objectifs qui sont de restituer au maximum les frontières de l'Empire. Et effectivement, on a complètement raison de se rappeler de ce qui s'est passé même au moment de la signature du pacte Molotov-Ribbentrop. Hitler envahissait la Pologne à l'est, Staline envahissait la Pologne à l'ouest. Staline prétendait une défense des minorités ukrainophones et biélorusses face tantôt aux nazis, face tantôt à l'impérialisme polonais soi-disant. Et donc, aujourd'hui, Vladimir Poutine, il n'aura pas besoin davantage de justification. Il a trouvé pour justification pour l'invasion de l'Ukraine le fait qu'une junte nazie était arrivée au pouvoir. Il peut très bien aussi tester justement le déclenchement au nom de l'article 5 en lançant des frappes près de la frontière en Pologne. C'est ça en fait sur quoi mise la Russie. Donc en fait, il faut juste y être préparé psychologiquement et mentalement. On ne dit pas que ça va arriver, mais ça fait partie de la stratégie en tout cas. On s'interroge ce soir sur la stratégie qui peut être une stratégie commune de la France et des États-Unis sur un sujet comme celui-ci. La Pologne peut compter sur le soutien du patron de l'OTAN, Joe Biden, et du patron de l'Europe. Alors certains contesteraient sans doute cette formule, en tout cas sur la question militaire, ils donnent le sentiment d'être assez allants. Ils sont raccords sur ce sujet-là? Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils sont raccords sur l'idée qu'il ne faut pas que l'Ukraine perde la guerre et qu'il faut en faire davantage pour parvenir ne serait-ce qu'à ce but-là. La deuxième chose, c'est que Joe Biden, qui est à la fois âgé mais qui a l'expérience vraiment et qui est un homme d'État, qu'on apprécie certaines initiatives ou non, il a aussi en tête que Donald Trump pourrait être élu. Et il a à cœur de renforcer les alliances, mais sur le plan même le plus technique. Il l'a fait au Japon, il a vraiment resserré les boulons de l'alliance entre Américains et Japonais. Et là, c'est lui qui pousse au fait que ce soit le format de Ramstein en Europe qui coordonne l'aide à l'Ukraine, c'est-à-dire qui évalue les besoins, qui organise les réunions, qui collecte les engagements des différents pays parties prenantes, et non plus le Pentagone. C'est-à-dire que si Donald Rappelez-nous le format de Ramstein. Voilà, ce sont 50
pays, dont les 32 pays de l'OTAN, et essentiellement les 32 pays de l'OTAN qui se retrouvent en Allemagne pour organiser l'aide à l'Ukraine, mais sous chapeau du Pentagone. Ça serait directement l'OTAN. Allez-y, Anthony. Détail, la Pologne a une très très mauvaise expérience de ces alliances passées. C'est-à-dire que la France l'a abandonnée en race campagne en 1940, les États-Unis sont intervenus très tard, et donc en fait, quand elle dit aujourd'hui qu'elle veut devenir la première armée d'Europe, c'est pour d'abord se défendre elle-même. C'est d'abord pour ne pas avoir à parler à tuer à toi avec Emmanuel Macron, éventuellement l'armée allemande et Donald Trump, et les États-Unis, oui, Donald Trump éventuellement, mais c'est surtout pour ne pas avoir à quémander l'aide, comme en 1940, de la France, de la Grande-Bretagne ou des États-Unis. Avec une contrainte très forte pour les Américains, c'est qu'ils n'ont pas une capacité militaire extensive et qu'ils ne peuvent pas gérer en même temps la guerre à Gaza et la guerre en Ukraine. Et donc, pour eux, pour Biden, c'est un objectif vital de sortir de la guerre à Gaza pour pouvoir se consacrer plus à l'Ukraine. Sinon, on ne peut pas faire les deux en même temps. On parlait de la guerre informationnelle. Les Européens craignent une large offensive de désinformation à la veille du scrutin des Européennes. Le sujet est pris très au sérieux. Il faut dire que cette méthode de déstabilisation est très prisée, on l'a compris, par les Russes, y compris, vous allez le voir, sur le champ de bataille. Regardez ce reportage à Kharkiv de Magali Lacroze, Pierre Dehorne et Christophe Roquet. Dans les allées du marché de Kharkiv, quand une sirène retentit, les habitants consultent leur téléphone pour savoir d'où vient le missile, s'il faut se mettre à l'abri. Entre les frappes, après les frappes, Olga a les yeux rivés sur Telegram. Ah mais vous avez tout sur l'application Telegram. Le bilan des frappes, la météo, des informations pratiques et internationales. Là, par exemple, regardez. C'est le roi d'Angleterre. Il serait mort. Il est mort ou pas? Mais non. Vous voyez, on a beaucoup de fake news. Il faut savoir les repérer. Par exemple, ça y est, les Russes ont pris Kharkiv, ou nos dirigeants se sont enfuis. C'est faux, mais ça revient tout le temps. Avec ses 25 millions d'utilisateurs ukrainiens, l'application Telegram joue un rôle majeur dans la guerre. Et ce n'est pas Valérie Le Cordonnier qui dira le contraire. Quand je vois la même information sur des chaînes Telegram ou plusieurs comptes, là je sais que c'est vrai. Mais quand quelque chose n'est écrit que sur un seul compte, là je me méfie, vous comprenez? Olena vient de Kupiansk. Elle sait mieux que personne le pouvoir de l'information. La désinformation est une arme très puissante, trop souvent sous-estimée, notamment par les personnes âgées. J'ai réalisé que l'information est un besoin vital quand mon village a été occupé. On n'avait pas de téléphone, pas d'internet, pas de télé. 6 mois à écouter la propagande russe. Un jour, une barre de réseau s'est affichée sur mon téléphone. Je me suis ruée sur Telegram. C'est le moyen le plus rapide d'avoir l'information. J'ai compris que notre armée avançait et ça m'a sauvée de le savoir. Mais il faut faire attention à ce qu'on lit. Kharkiv vit au rythme des bombardements. Le maire de la ville a échappé à de nombreuses frappes sur sa maison, sur la mairie. Désormais, ses bureaux ne sont jamais au même endroit, dans des lieux secrets, mais jamais sans ses trophées. Un casque de pilote F-16 et un poignard. C'est pour vous défendre? Permettez-moi de ne pas répondre. Les opérations de déstabilisation de la part des Russes sont de plus en plus massives, malheureusement, parce que ça marche. Ils jouent sur les angoisses, sur les humeurs des habitants. Ils veulent faire peur. Alors mon rôle, c'est de dissiper tous leurs mensonges. Pas plus tard que l'autre jour, on fait des travaux sur la route de Kharkiv. Ils ont dit que c'est parce que le maire préparait sa fuite. Pour couper court aux rumeurs, le maire se montre tous les jours et le fait savoir. Évidemment sur Telegram, surtout après un bombardement. Nous ne sommes pas les seuls à subir la propagande russe, vous aussi. Mon inquiétude, c'est que la société européenne se fatigue de l'Ukraine. Notre ennemi compte beaucoup dessus et pour lui, tous les moyens sont bons pour vous déstabiliser. L'Ukraine n'est pas en reste. Sur Telegram, la bataille de l'information se fait, comme sur le front, par des contre-offensives. Comme nous le racontent 2 responsables des comptes les plus suivis dans l'est du pays.
Pour un habitant de l'Union soviétique, ce qui était publié dans le journal, c'était la vérité absolue. Plus personne ne veut de ça. Nous, on te donne des infos venant de sources multiples, directement dans ta poche. C'est court, c'est rapide. Il y a quelques mois, ils ont relayé de fausses informations sur des supposés traîtres. Cela a créé une panique dans la ville. Depuis, ils redoublent de prudence. L'information est devenue un combat. Ce qui nous aide à contrer les fakes qui circulent, ce sont nos contacts directs avec l'armée, avec les services de renseignement. Ils prennent le temps de nous expliquer ce qu'il se passe sur le terrain. On publie leurs communiqués et ça rassure nos lecteurs. Les villes les plus proches de la Russie subissent le plus de désinformation. Mais même Dnipro, qui est à 120 km, y a droit. Ils mettent des flèches vers une ville, les vidéos deviennent virales et ça marche. À Kharkiv, sur cette autre ligne de front, le combat contre la désinformation continue. Alors, en regardant ce reportage, on se disait la désinformation, c'est vieux comme la guerre. La différence, c'est la force de frappe des réseaux sociaux. Oui, mais alors ce qui est fascinant, c'est que c'est pas vieux comme la guerre, c'est vieux comme la Russie, voire la Russie tsariste. C'est-à-dire que je raconte toujours cette histoire que le protocole des sages de Sion, tout le monde sait aujourd'hui que c'est un faux créé par l'Okhrana, c'est-à-dire la police tsariste. Il y a quelques années de ça, je me baladais en Égypte, j'entre dans une librairie et je vois en gros en 3 traductions le protocole des sages de Sion et des gens pour m'expliquer que c'était évidemment vrai. Donc 90 ans plus tard, ça marche encore. Et ça marche encore créé par la Russie. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment donc, et c'est encore, ça me rappelle, vous savez, la vieille phrase de Mitterrand, les pacifistes sont à l'ouest, et manipulés généralement par le KGB à l'époque, et les missiles sont à l'est. Et il y a un peu de ça dans la façon dont les Russes ont toujours travaillé. Ils ont toujours, par exemple, travaillé les mouvements pour la paix. Ils ont travaillé... Il y a quand même un changement récent qui s'est opéré. Vous avez parlé des cercueils, on peut parler aussi des étoiles de David sur les murs de Paris ou des mains rouges sur le mur des Justes. Petit pied nickelé quand même. Il y a une question qui nous est posée par Olivier dans le Var. Ces ingérences russes, est-ce que c'est des ingérences, s'apparentent-elles à une vraie guerre? Est-ce qu'on est maintenant... Là aussi, vous nous dites, est-ce qu'on est passé dans autre chose? On est plutôt dans l'ordre de l'avertissement pour ce genre de choses. C'est-à-dire qu'à mon avis, ce qui peut le plus peut le moins. Et en l'occurrence, là, ils peuvent le moins. Et ils sont peut-être en train de dire... Voilà ce qu'on peut faire au minimum avec 3 Bulgares et 40 €. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et ça fait, on le voit aujourd'hui à l'antenne, ça fait l'actualité. Elena Voloshin. Le célèbre propagandiste russe Dmitri Kisselov m'a dit en 2014 ou 2015, la principale guerre aujourd'hui est celle de... En 2014, juste après l'annexion de la Crimée, la principale guerre aujourd'hui est celle de l'information. Si vous gagnez la guerre de l'information, vous pouvez bombarder. Vous parliez tout à l'heure de la Russie. Savez-vous qui a dit la propagande est aussi une arme réellement terrifiante dans la main de celui qui sait s'en servir? Adolf Hitler dans Mein Kampf. La propagande, c'est quelque chose d'absolument terrible. Et ma théorie, à moi, c'est que, qui a observé l'annexion de la Crimée, la guerre dans le Donbass, c'est que c'est la propagande qui a permis l'invasion de l'Ukraine, l'agression russe, et que à partir du moment où les populations sont par des méthodes de contrôle réflexif, c'est-à-dire qu'on leur donne une information qui est fausse, à savoir il y a une junte nazie au pouvoir à Kiev, sont instrumentalisés pour se soulever contre cette prétendue junte nazie, ils accueillent les agresseurs en libérateurs. Aujourd'hui, dans nos sociétés, pour répondre à cette question de est-ce que c'est une guerre qui est menée? Oui, c'est une guerre. Cela s'appelle une guerre informationnelle, une guerre hybride. Sauf qu'aujourd'hui, on est toujours dans un contexte, je fais une différence entre désinformation et propagande. La question est celle de l'intention. Nous, dans nos médias en France aujourd'hui, on désinforme au quotidien. Pourquoi? Parce qu'on fait des erreurs, parce qu'on n'est pas, parce qu'on peut être biaisé dans nos analyses, parce que l'on peut ne pas vérifier nos informations et les diffuser. Il y a des erreurs au quotidien dans nos médias. Cela crée une crise de confiance des populations, mais nous n'avons pas l'intention de les désinformer et nous n'avons pas l'intention de les manipuler. C'est juste que parfois on se trompe souvent. Et la propagande, elle, a l'intention de manipuler les masses. Que vous parliez de Gustave Le Bon, que vous parliez des écrits de George Orwell, la psychologie des foules, enfin tout ça. Comment manipuler les masses par la propagande, c'est ce qui est théorisé. Il ne faut pas le prendre à la légère, c'est ça que vous êtes en train de nous expliquer. Vraiment, allez-y, très vite. C'est pas seulement, et vous avez raison de dire c'est vieux comme la Russie et l'Union soviétique, mais pas seulement, c'est vieux comme les régimes totalitaires. Quand on prend la presse des années 30 en France, et c'est vrai, c'était pas les réseaux sociaux, mais c'était énorme la presse. Les journaux, c'était des tirages à 500 000, 800 000 dans un pays beaucoup moins peuplé qu'aujourd'hui. Vous aviez des grandes manchettes
dans la presse d'extrême droite qui était très très lue sur les menaces de guerre judéo-américaine. Donc tout ça venait en direct de Berlin avec des relais de propagande en France. Diomonsel, rapidement. Avec une arme de destruction massive aujourd'hui sont les réseaux sociaux. Bien sûr. La vidéo que vous avez montrée, la fausse arrestation d'un soldat français, a été vue des millions de fois. Et sans qu'on puisse dire, mais attendez, c'est complètement faux. Et on voit bien aujourd'hui que dans ce relais d'information de propagande, le Rassemblement national joue un rôle clé. Et nous n'avons plus l'autorité pour dire que c'est faux. D'où l'exigence. On a quand même essayé de le faire. Ou non, oui, mais on doit être exigeant envers nous-mêmes avant tout pour lutter contre la propagande. Et nous revenons à vos questions. Cette question de Catherine en Côte d'Or. Les prédécesseurs de Joe Biden sont-ils restés aussi longtemps en France lors des commémorations du débarquement ? Écoutez, Ronald Reagan est resté assez longtemps, en tout cas. Alors peut-être pas 5 jours, peut-être 3. Mais c'est vrai que les commémorations, longtemps, ça a été un peu une affaire franco-française. De Gaulle ne voulait pas en entendre parler. Il commémorait le débarquement en Provence, où beaucoup de Français étaient présents. Mais la gratitude pour les Anglo-Américains, il n'en marquait aucune. Mais depuis 1984, donc Mitterrand, Reagan, on a ces grandes commémorations avec les Américains très très présents. Alors j'ai rajouté que le New York Times aujourd'hui expliquait que une des raisons pour lesquelles Joe Biden restait 5 jours, c'est l'âge du capitaine. C'est-à-dire qu'il faut, on doit lui ménager des périodes de repos. Donc quand il reste plusieurs heures debout, assis ou ce que vous voulez pendant les commémorations, quand il rencontre du monde, il faut qu'il se repose plusieurs heures. Donc c'est une des raisons, semble-t-il, de sa long voyage. Allez, les Russes ne sont pas Poutine. Pourquoi ne pas avoir invité une délégation de citoyens russes aux commémorations du débarquement? On en parlait tout à l'heure. Oui, on l'a dit tout à l'heure, oui. On a beaucoup cette question. Vous pouvez peut-être redire en fin d'émission votre analyse. Parce que ça n'a pas de sens en soi. Enfin, je veux dire, je veux bien qu'on essaie de trouver un moyen. Je comprends aussi que c'est une partie de l'opinion publique soit disent après tout les Russes. On n'est pas en guerre contre les Russes. On n'est pas en guerre contre les Russes et ils se sont vraiment sacrifiés pendant cette période. Un historien racontait qu'en fait il y a 2 moments de l'histoire de France que les Français ont en tête et que beaucoup d'Européens et d'Américains ont en tête. C'est la Révolution française et le débarquement. Et donc l'invitation d'un pays qui a perdu 20 à 27 millions d'hommes peut peiner certains. Mais bon. Quelle serait la Oui, pardon. Ceci étant dit, pour peu qu'on l'eût voulu, on aurait pu être imaginatif et avoir un geste symbolique fort comme inviter des descendants de vétérans, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible. Quelle serait la réaction de la France si un instructeur français se faisait tuer par une arme russe en Ukraine? Je voudrais rappeler simplement, parce que les Français n'y font pas attention, qu'on a participé à 34 guerres depuis la guerre d'Algérie. Et personne ne fait attention aux cérémonies aux invalides qui sont plus ou moins fastueuses, chaque fois qu'on ramène des morts, et pour qui on aurait pu s'interroger, se dire mais qu'est-ce qu'on faisait au Sahel, qu'est-ce qu'on faisait en Irak, qu'est-ce qu'on faisait en Afghanistan. En fait, ça s'appelle faire la guerre, et on a une armée professionnelle, et quand il y a des morts, c'est parce qu'on s'est engagé. La seule différence, c'est qu'avec la guerre en Ukraine, ce qui est la 34e guerre à laquelle on participe depuis la guerre d'Algérie, on le reconnaît officiellement. Avons-nous toujours une ambassade ouverte en Russie? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. En autorisant les Ukrainiens à utiliser des armes occidentales pour frapper le territoire russe, ne se rapproche-t-on pas de la co-belligérance? Oh là là, c'est une décision qui appartient à Vladimir Poutine, finalement, depuis le début. Ouais. C'est lui qui définit, vous êtes des co-belligérants. Et c'est la menace qu'il brandit depuis février 2022. Attention, vous êtes des co-belligérants. Ouais. Alors, mais de facto, c'est vrai. Dans le mythe russe, c'est une réalité. Avant l'invasion de l'Ukraine. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne se pose jamais la question en sens inverse. Est-ce qu'une seule fois, on a dit que l'Iran ou la Corée du Nord étaient co-belligérants en Ukraine, alors qu'ils fournissent les moyens de bombarder aux Russes? Donc, cette question est complètement grotesque. Pardon, on aide un pays qui fait la guerre, oui, on est impliqué dans la guerre. Mais cette question, elle traduit une crainte. Et on l'a très souvent, une crainte que la situation nous échappe. Et qu'on se retrouve dans un rôle qu'on n'a pas peut-être souhaité. Je la comprends comme ça. Parce que je sais qu'il y a une inquiétude, malgré tout, chez nos concitoyens et partout en Europe, sur le fait qu'on attaque un pays qui a la bombe atomique. Je voudrais quand même souligner juste une chose. Vladimir Poutine, le jour où il utilisera, même d'une façon tactique, une toute petite bombe atomique, quel que soit le type d'arme utilisée, se ramassera immédiatement une opposition franche de son allié principal, la Chine. Il a déjà prévenu plusieurs fois qu'il n'en était pas question. L'Ukraine n'a que très peu frappé Moscou. Pourquoi ? Pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle ne peut utiliser que des armes ukrainiennes, et elle dispose de peu d'armes de ce type. Et la deuxième, c'est parce que les alliés lui ont dit non.
Sommes-nous en train de vivre l'histoire avec un grand H? Oui. En tout cas, oui. Hein? Je trouve que ce moment où les derniers vétérans disparaissent et la guerre est à nos portes, oui, historiquement, c'est extrêmement fort. C'est l'adieu aux armes. Elle est déjà en Europe. C'est l'adieu aux armes pour ces hommes qui ne compteront plus. Je rappelle qu'il y avait 225 vétérans en britannique en 2019. Ils sont aujourd'hui 48. Voilà. Et un Merci. président Biden qui a l'âge des commémorations. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission. Il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir Anne-Elisabeth. Bonsoir Caroline. Au programme ce soir, le retour de la coqueluche avec un nombre de cas en forte augmentation du jamais vu depuis 40 ans et l'inquiétude des spécialistes face à une maladie particulièrement contagieuse. L'enquête d'envoyé spécial sur la mouvance secteur des citoyens souverains, à l'image de ce couple qui refusait en avril dernier de se soumettre à un contrôle routier. Enfin, le débarquement raconté par 18 vétérans du D-Day, américains, britanniques et français, rencontrés il y a 30 ans déjà par Annick Cogent, la grande reporter du Monde, qui est ce soir notre invitée. Bonne émission à vous. On se retrouve demain en direct dès 17h30. Belle soirée.